Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les recettes ludiques, c'est Ben et Dylan. Et aujourd'hui on va vous présenter World Order. World Order est un jeu de Varnavas Timotheou et Vangelis Begiartakis. Au pinceau, on a Miloš Vojtasic. C'est un jeu de Hegemonic Project Games, et non pas Hegemonic Game Project. Et c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 2-3 heures. On estime son poids BGG, par nous, à 3,9 sur 5. Dans World Order, vous allez prendre la tête d'une des 4 superpuissances mondiales, parmi lesquelles la Chine, la Russie, l'Europe et les États-Unis. Vous allez essayer de prendre le contrôle des différentes régions du monde en étendant votre influence sur 3 axes, l'axe économique, l'axe diplomatique et l'axe militaire. C'est un jeu avec des mécaniques de deck building et de contrôle de zone, de majorité sur différents territoires qui représentent les régions du monde. World Order est composé de 6 manches. Une manche est composée de différentes phases, une phase de préparation, une phase d'action et une phase de conséquence. Développons tout d'abord la phase de préparation. Dans la phase de préparation, chaque joueur va commencer par tirer ses cartes pour la manche. On pioche du dessus de notre deck pour avoir 6 cartes en main. Ensuite, on a une phase de révélation de différents pays, c'est un setup pour la manche. Vient ensuite la détermination de l'ordre du tour qui est donné juste ici. On part du joueur avec le moins de points de victoire, il choisit sa place et on remonte jusqu'au premier joueur en termes de points de victoire. Vient ensuite une étape de production des ressources primaires qui sont les 3 ressources du haut. On les gagne sur notre plateau, puis on va choisir un focus avec ce petit marqueur. On peut garder le même focus d'une manche sur l'autre et ça va déterminer une sorte d'axe principal pour la manche. La deuxième phase, c'est la phase principale, c'est la phase d'action. Les joueurs vont jouer chacun leur tour une carte de leur main, contrairement à la plupart des deck building. On va jouer une carte de notre main, on a 3 possibilités d'utiliser cette carte. D'abord, on utilise la carte pour son pouvoir, simplement on résout le texte qui est écrit dessus, ou alors on peut jouer une carte face cachée et récupérer 10 crédits, ça s'appelle des ordis, de la banque, ou alors on peut jouer une carte face cachée et utiliser une de nos 2 cartes stratégiques. Chaque puissance au début de partie a 2 cartes stratégiques qui sont en fait des cartes one-shot, une seule fois par partie. Une fois que chaque joueur a joué 4 actions, on passe à un tour de recherche. Les cartes qui restent en main à chaque joueur, théoriquement 2, vont être révélées. Des ressources vont être récupérées et on a un certain nombre de points de recherche qui sont représentés par les petites loupes qui vont nous permettre d'acheter les cartes du marché en fonction de leur prix. On va enrichir notre deck de cette manière. Petite particularité, c'est que les cartes qu'on achète vont venir se placer par-dessus notre deck de telle manière que directement la manche suivante, on les pioche en priorité. Dernière phase de la manche, la phase de conséquence. On démarre avec une phase de retour sur investissement dans les pays pour lesquels on a investi économiquement. Vient ensuite l'étape de prospérité, on va pouvoir dépenser des smartphones pour gagner en prospérité, ça va nous donner des points de victoire et de l'argent. Vient ensuite une phase de menace qui est super importante, qui va pouvoir faire perdre des points de victoire. On va checker chaque région et une ou plusieurs superpuissances dans ces régions doivent avoir une présence militaire supérieure aux autres superpuissances de cette région, sinon elle va perdre des points de victoire. Dernière étape, seulement pour les manches 3 et 6, on va scorer les 7 régions du plateau. C'est purement basé sur de la majorité en fonction des petits cubes et on va gagner des points de victoire. On va passer maintenant à travers de l'ensemble des actions du jeu, il y en a 8 au total, et on va commencer par les actions du bloc diplomatique. La première action, c'est établir des relations avec un pays qui se trouve sur le plateau. Les cartes représentent les pays, établir des relations, ça signifie qu'on va récupérer la carte du pays et on va la placer devant nous, on en a déjà un certain nombre en début de partie. Établir des relations avec un pays, ça va nous servir à tout un tas de choses, mais notamment ça va nous permettre de réaliser la deuxième action diplomatique, qui est l'action d'engager dans une région. C'est-à-dire qu'on va investir de la diplomatie dans une région, donc on va payer le coût qui est indiqué sur la région, et on va pouvoir placer un petit cube d'influence sur la région. Au niveau de l'influence, on a 2 zones dans chacune des régions. La zone du dessus est une zone permanente, les cubes qui sont là ne seront jamais déplacés mais rapportent moins de points de victoire. La zone du dessous est une zone temporaire, ils rapportent plus de points de victoire à la pause, en tout cas pour les premiers, mais une fois que la zone est pleine et qu'un autre joueur vient s'y placer, il va s'enfiler par la droite et le cube le plus à gauche est éjecté. Deuxième bloc d'action, le bloc militaire. Première action disponible dans ce bloc, on va pouvoir construire une base militaire dans un pays allié. Cette action va nous permettre, en plus de ça, de poser un cube d'influence dans la région correspondante, et on va aussi pouvoir déployer des chars d'assaut, afin de mettre une petite pression.
Seconde action du bloc militaire, on va pouvoir déplacer nos chars d'assaut. On va pouvoir les déplacer vers les régions qui font apparaître notre superpuissance. Donc là, par exemple, je vais pouvoir y déployer des chars d'assaut pour l'Europe, ici, ici ou ici. On peut aussi déplacer nos chars d'assaut dans les régions dans lesquelles on a au moins une base militaire. On continue avec le bloc économique. Deux actions. La première action, c'est l'action de commerce. On va pouvoir commercer avec les pays avec lesquels on est allié, mais également avec les autres superpuissances autour de la table. On va pouvoir exporter des marchandises pour récupérer de l'argent, mais également importer des marchandises en payant de l'argent. Si je fais un trade avec au moins un autre joueur autour de la table, je vais gagner un petit marqueur de diplomatie, c'est donc le petit drapeau, sur le plateau. La deuxième action du bloc économique, c'est l'investissement. Je vais choisir un pays allié et je vais placer un petit marqueur d'investissement qui va me rapporter à chaque fin de manche de l'argent et qui va surtout me permettre de pouvoir placer un cube d'influence dans la région du pays correspondant. Dernier bloc d'action, les actions des affaires domestiques. Première action disponible dans ce bloc d'action, c'est d'acheter une carte de croissance. Ce sont les cartes qui sont ici, ça va nous donner des pouvoirs en cours de la partie et surtout aussi des points de victoire. Seconde action de ce bloc d'action domestique, on va pouvoir produire des ressources. On peut d'abord produire nos ressources primaires, on va aussi pouvoir produire des ressources secondaires qui, elles, nécessitent d'autres types de ressources pour être produites. En termes de points de victoire, la source principale, ça va bien sûr être les majorités à l'intérieur des différentes régions. Au moment où on score les régions, on va également scorer des majorités sur l'argent possédé par les joueurs, le nombre de chars d'assaut placés sur la map et le nombre de relations avec des pays différents. Attention, pendant ce scoring de majorité, chaque région ne sera décomptée que si toute la zone d'influence fixe, celle qui est au-dessus des pointillés, est intégralement complétée. Sinon, la zone ne rapporte aucun point à aucun joueur. À l'issue de la partie, le joueur ou la joueuse qui possède le plus de points de victoire l'emporte. On passe maintenant à la partie critique. On tient tout d'abord à mentionner que le jeu est une version prototype qui nous a été fournie par l'éditeur. Concernant le nombre de parties, alors j'ai personnellement fait 3 parties plus une partie de test ASM. J'ai fait 3 parties du jeu, une partie à 3 joueurs, 2 parties à 4 joueurs, et j'ai gagné 2 parties sur 3. J'en ai fait une de plus. T'en as fait une de plus, ouais. Et j'en ai gagné aucune. Voilà. Ah, ça arrive. Ok, impeccable. Et ben on va commencer tout de suite alors. Ouais. Vas-y, j'ai un premier point. Vas-y. Alors, qu'est-ce qui est le mieux dans ce jeu, à mon sens? C'est le système, justement, de majorité. En fait, il y a plusieurs niveaux, et c'est ce qu'on disait un petit peu hier, il y a plusieurs niveaux de majorité sur le jeu. Qu'est-ce qu'on a d'abord? On a toutes les manches, à la fin de chaque manche, on a le système de menace militaire. Comment ça marche exactement? Il y a les petits drapeaux sur les différentes régions ici. Ici, ça signifie que l'Europe doit être majoritaire, pas stricte, juste majoritaire, en termes de puissance militaire. Chaque autre nation qui aura au moins un tank de plus que l'Europe ici, lui fait perdre 2 points. Peu importe le nombre de tanks, mais en gros, ça peut monter jusqu'à 4, pas 6, parce que l'Europe et les États-Unis ont une alliance. On reviendra sur la symétrie après. Ouais. Mais en gros, dans chacune des régions, à la fin de chaque manche, chaque nation qui est attendue militairement est susceptible de perdre 2 points par autre puissance qui viendrait la menacer. C'est pas rien du tout, on s'est rendu compte que dans les parties que c'était tout à fait entendable et qu'on ne pouvait pas ignorer ce truc-là si les autres commençaient à nous taper dessus. C'est pas, on peut pas passer à côté. Surtout s'ils le font assez tôt, quoi. Alors, même, oui, alors encore plus assez tôt. S'ils le font assez tôt, j'ai l'impression que la dernière fois, on a eu, à partir de la manche 3, je pense, où ça a été vraiment terrible et ça a coûté, ça a coûté énormément. Hein. Et donc, au final, même milieu de partie. Donc, on pourrait se dire, bon, c'est vraiment un truc qui est secondaire en fait, le militaire, et dont on peut se passer parce que 2 points au final, 2 points même à chaque manche, bon tu te dis mais 2 points fois 7 régions, fois 3 autres superpuissances. Et puis quand tu regardes, voilà, ici cet exemple, déjà perdre 2 points à 2 autres adversaires d'un coup, enfin, ça reste, vu que c'est de la majo, ça reste du jeu de différentiel. Et créer des différentiels comme ça uniques où juste tu fais perdre des points aux autres, bah c'est balèze en fait. Tu prends tout de suite des écarts un peu plus importants. Et c'est pas négligeable, 2 points par-ci, 2 points par-là. Alors c'est très solide, on fait une centaine de points sur une partie, donc c'est pas... Donc ça peut aller très vite, quoi. On peut pas dire on s'en passe, quoi, parce que le problème c'est que ça se répète, en fait, exactement. À chaque manche, ça revient. Et surtout tu lui fous la pression et tu l'obliges en fait à venir, parce que sinon il sait que ça va continuer juste à se vider. C'est un système de guerre froide qui fonctionne très bien, hein, concrètement, c'est vrai que ça marche bien, et on voit bien qu'il y a des phases où on va envoyer des chars, des phases où on va se mettre un petit peu plus en retrait. C'est aussi lié au focus. Parmi les 3 focus, il y a un focus militaire qui lui est plus orienté sur les tanks et qui va donner en fait des bonus de... Vous avez 1 de défense de plus, et chaque
Enfin, si vous avez des tanks, avez vous avez un plus d'attaque de virtuel, plus. Voilà. Si vous avez déjà un tank. Donc ça va se jouer C'est pas mal pour toute là-dessus, la pression. évidemment. Ça marche bien. Le deuxième système de majorité qu'on obtient, c'est à la fin des manches 3 et 6, et c'est là qu'est le cœur des points quand même, puisque dans chaque région, on va marquer un certain nombre de points en fonction de notre position sur les majorités en termes de nombre de cubes dans la région. Donc le nombre de cubes, c'est le critère primaire. S'il y a une égalité, c'est tranché par le nombre de tanks, et si jamais, les deux prennent la récompense du dessous. Bon. En tout cas, ce qui est important, c'est que les régions ne sont pas scorées si tous les cubes de la partie fixe, du haut, ne sont pas placés. Ce qui veut dire qu'il y a une forme de petit jeu d'attente entre les joueurs qui va se créer, puisque si vous mettez votre cube sur la piste du bas, vous allez récupérer instantanément plus de points. Mais le problème, c'est que si vous venez là massivement et qu'il n'y a personne, ou en tout cas que vous n'arrivez pas à venir en plus sur la partie haute, bah du coup la région ne sera pas scorée. Ce qui veut dire que vous allez en fait gagner des points instantanés, mais que la partie basse, en fait, elle va venir, elle n'aura pas lieu. Et donc en fait, on se retrouve dans des situations où il y a des joueurs qui vont dans leur région d'origine, entre guillemets, la Chine a largement tendance à aller en Asie du Sud, évidemment, aussi, et le problème, c'est qu'il y a un ou deux petits mecs qui vont chercher ensuite la deuxième place, qui rapporte 5 points, plus les 4 points là, ce qui fait plus que les 8 que la Chine récupère en fait. T'as un appel d'air énorme. À fond. T'as envie d'aller sur les cubes du bas. Mais le problème, c'est que si tu vas que là, eh ben, tu scores pas. Et du coup, c'est un gamble. C'est du tempo. Et t'es obligé de t'entendre. Peut-être au très beau moment, si ça te permet en plus de choper par exemple une deuxième place au bon moment. Complet. Mais c'est du tempo de zinzin. Mais c'est super dur de déterminer entre qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais au-dessus et j'ouvre l'opportunité aux autres joueurs. Mais c'est ce qui arrive, de toute façon. Mais pour moi, les gros choix stratégiques se font là, en fait. Exactement. C'est purement de la strat. C'est le fond de jeu et c'est là que vraiment se fait les plus gros choix de ta game. Et ça va aussi créer des alliances entre les joueurs. Alors, il faut noter que le jeu n'est pas une expérience comme on a pu le vivre avec Hégémonie. En tout cas, pas pour nous. Ça me semble... En fait, le truc, c'est ça. C'est que je trouve que c'est avec le système d'alliance que je trouve que dans Hégémonie, on peut jouer en incarnant vraiment la classe sociale qu'on représente. C'est un jeu de parlotte. Ici, on a moins ce système de parlotte parce qu'on a en fait deux mécaniques qui sont très euros. Du deck building, du contrôle de zone. Bon, en fait... il n'y a pas lieu en fait d'avoir de la parlotte, de la discussion. Il peut y en avoir, mais c'est quand même beaucoup plus à la marge. Elle peut s'induire en fait via les espèces d'alliances que tu peux vouloir. Exactement. C'est là où ça rentre un petit peu en ligne de compte, mais c'est quand même bien en deçà. Très à la marge. Est-ce que vraiment dans les faits, ça s'est vu dans nos parties, ça s'est ressenti? Non, moi, très moyennement. Mais non. Mais alors après, on n'a pas non plus creusé le jeu à balle, mais c'est sûr que t'es tout de suite dans un euro un peu plus froid. Déjà, t'as pas l'impression d'incarner une grande puissance. Enfin, en tout cas, moi, quand je regarde la Russie ou la Chine, j'avais pas l'impression d'incarner la Russie ou la Chine. Bien qu'il y ait une petite asymétrie, mais on reviendra dessus après. Donc déjà, thématiquement, tu y perds un petit peu. Et ouais, le système d'alliance, etc. Je le ressens pas tant que ça, en fait, t'es tout le temps à jouer des coudes et t'as envie de casser la gueule à tout le monde. Ah oui, en fait, le problème, c'est que t'as envie d'être sur tous les fronts, mais tu peux pas. Tu peux pas être sur tous les fronts. T'as envie de tous les latter. Bien sûr, tu veux jamais dire, allez, je te donne ta région. Non, mais en fait, c'est pas du tout ça, bien sûr. Donc, au final, les choix-là sont effectivement, pour moi, les plus marquants et les plus stratégiques, effectivement, de la partie. C'est ceux qui sont plus déterminants. C'est ça. Ils sont super intéressants, ça, c'est clair. C'est vraiment là où tu te régales le plus de serrer les fesses jusqu'au tour d'après en te disant c'est ça. Il faut que j'attende la carte, ou alors il faut que j'ai suffisamment en termes de ressources pour pouvoir aller ça. Donc tu builds, et puis si ça se trouve, le joueur d'avant, hop, il prend la place, terminé. Fin du game. Voilà, non mais... C'est super bien fait, et cette dualité entre les influences fixes et les influences temporaires est vraiment super bien réussie. À mon tour d'aborder un point. Moi, je veux aborder l'aspect deck building. Yes. Alors, le deck building dans ce jeu, pour moi, alors, sur le papier, il devait bien fonctionner. Sur le papier, il y avait tous les éléments que je me disais, waouh, franchement, ça a l'air cool, alors que je suis pas grand fan de cette méca. Et dans les faits, je trouve que ça s'effondre un peu, ça marche pas si bien, ça me déçoit un petit peu l'aspect deck building dedans. On y a réfléchi beaucoup tous les deux. Et je sais pas. On a cherché des solutions, des trucs. Je sais pas d'où ça vient, du pourquoi. Pourtant, quand on chope de la carte, en plus, ça vient au-dessus du deck, donc même ça, tu te dis, ok, je vois mes belles cartes. Peut-être la taille du paquet qui est super importante. Bon, moi, ça m'a frustré. Alors, pourquoi on trouve qu'il fonctionne pas? Ça, c'est une vraie question. Moi, je prendrais un peu le contre-pied. En fait, moi, je suis allé au bout du raisonnement, et ma conclusion, c'est j'aime pas le deck building. Voilà. Donc tu considères qu'il fonctionne pas?
Ben non, c'est pas. Moi, je pense qu'en fait, on est allé au bout. Pour moi, il y a. Il fonctionne, pas mais vu d'erreur. qu'on n'aime pas ça. Je pense que la frustration qu'on a par rapport à ça vient du fait que c'est pas une mécanique qu'on affectionne et en plus on joue pas souvent avec, il faut le dire. Donc on trouve que c'est ça le point noir du jeu entre guillemets. Mais en fait pour moi ils sont allés au bout parce que le raisonnement est bon. D'abord on peut jouer carte par carte. Ça c'est un problème récurrent du deck building qui me pose problème et là, je trouve que, c'est ça qu'il fallait faire. Concrètement, il faut faire ça pour garder le dynamisme des parties, pour faire. Foutu, hein. Bien sûr. La ressource, les 2 cartes à la fin, la ressource, les points de recherche, machin, tout ça, c'est vraiment bien foutu. En fait, maintenant que t'en parles, je pense que le fond du problème, pour moi, c'est l'aspect card-driven, qui pour moi n'est pas bien adapté à ce jeu. C'est ça là où on pourrait se poser la question, c'est est-ce qu'une mécanique incroyable de majorité comme ça, vraiment très bien taillée, tout ça, où tu te dis vraiment, oui, ok, là, il y a quelque chose sur la table, est adapté à un système d'action selection à partir de cartes d'un deck building. Maintenant, c'est un choix. En fait, c'est un positionnement qu'ils ont pris. Je suis pas fan du deck building, donc ça me plaît moins, mais je crois qu'ils sont allés au bout de la réflexion là-dessus, parce que je pense qu'on peut pas vraiment faire mieux. On a regardé le paquet dans tous les sens, c'est équilibré. En fait, c'est équilibré, il y a un nombre de cartes qui est cohérent, il y a des cartes qui utilisent justement qui proposent 2 types d'actions, même 3 parfois. En fait, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur de ce paquet. On peut trash, on peut épurer si on a envie, on a de la pioche, on a du roulement, on a ce qu'il faut, en fait, pour pouvoir faire fonctionner l'aspect deck building. Pour moi, ils sont allés au bout de la réflexion et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire sur la mécanique. Si le deck building, ça vous plaît pas trop, ça risque effectivement de coincer un petit peu, mais pour moi, c'est pas du tout déterminant. Non, moi, j'admire. L'élément déjà déterminant, c'est l'aspect action-sélection, qui est pour moi plus déterminant. Oui. Si vous êtes allergique aux cartes driven, ça sera plus déterminant, je pense. C'est sûr, ça reste. De toute façon, à partir du moment où il y a des cartes et que vous aimez pas ça, vous allez y être sensible. Moi, je pense qu'ils sont allés au bout de leur idée et qu'elle est bien menée. C'est juste que on y est un petit peu moins sensible, mais au final, moi j'y retourne largement. Ça me dérange pas tellement cette partie-là, tellement les actions qui sont proposées et l'interaction qui est amenée, on y viendra, mais en fait, excellente. Moi, je me souviens juste de parties frustrantes, pas forcément que pour moi, mais pour beaucoup de joueurs à table, où il y a certaines manches où tu dois vraiment te battre sur un front précis, peut-être économique, peut-être militaire, peut-être domestique, peut-être diplomatique, pardon. Et si t'as pas les cartes qui vont avec, ça devient vraiment merdique. C'est inhérent. On peut rien y faire. Mais ça, je trouve ça frustrant pour un jeu avec un fond de jeu si fort en termes de majorité. Comme oui, bien sûr. Faudrait que t'aies toutes les actions à portée de main. T'arrives en manche 3, tu sais que t'as du scoring à la fin, et t'as genre aucune présence, et tu chopes que de la bleue et de la jaune. Super, tu vas faire de la production et tu vas faire du trade. T'es content, quoi. Tu vas pas foutre un cube. Et c'est un peu de la merde. Bon, je sais pas, tu vois, c'est ces effets-là, en fait, que je trouve un peu bof. C'est complètement inhérent, en fait, à la mécanique en elle-même. Et effectivement, le questionnement qu'il y a, c'est effectivement juste le choix de l'assemblage de ces 2 mechas. Est-ce que c'est bien adapté? Maintenant, moi, je pense que ça apporte justement la dose de pioche, de cartes. Qui correspond à des joueurs qui aiment les cartes, en fait. Tu vas pas réussir à faire vraiment tout ce que tu as envie, tu dois un petit peu t'adapter. C'est pas parfait. Tu peux pas décider exactement de ce qui va t'arriver. Il y a ce petit facteur aléatoire, en plus, que tu peux bien contrôler avec ce système tu t'achètes des cartes et tu les mets sur ton paquet. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment cool, parce que du coup, tu programmes un petit peu ta manche d'après. Tu sais que la manche d'après, tu vas avoir besoin de certaines actions. Si elles sont pas dans la rivière, elles sont pas dans la rivière, il n'y a rien à faire. Mais si elles y sont, tu vas pouvoir programmer un petit peu ce que tu vas faire la manche d'après, et tu vas pouvoir observer ce que les autres joueurs vont préparer comme coup la manche d'après, parce que tu sais que les cartes là, elles vont être utilisées, elles sont strictement plus fortes. Les cartes de la rivière sont nettement plus fortes que les cartes de base. Et donc, je trouve que on est allé au bout de l'idée, et on sait pas faire plus. On peut pas faire mieux, à mon sens. Voilà. Ouais, là-dessus, ça me fait rebondir. En fait, ça m'y fait penser, maintenant qu'on n'y parle, aux cartes de croissance. Ah oui, alors les cartes de croissance. Je trouve ça super intéressant parce que là, pour le coup, c'est vraiment, tu te construis ta petite asymétrie. Y a un nombre limité de cartes, il y en a 2 à partir du niveau 2.
La 5, il n'y en a qu'un seul exemplaire, ça donne que du point. Et les cartes de niveau 1, il y en a 3. Donc déjà là-dessus, tu as une petite course. Ouais. C'est juste des paquets de cartes avec les mêmes effets. Oui, À chaque niveau, il y a 2 effets possibles. Ça, et le même nombre de points de victoire, des ressources différentes à payer pour les obtenir. Bon, ça serait bien d'ailleurs d'en avoir un peu plus. Oui, ça serait intéressant, carrément. Très cool. très cool. Et moi, de ce que j'en ai vu, en fait, je trouve qu'il y a quand même un chemin qui me semble un peu mieux sur les cartes là, tu vois. L'aspect pouvoir piocher davantage à ton tour, vu la critique que je viens d'émettre juste avant, tu vois, sur l'aspect card driven, etc. et ta contrainte vis-à-vis de ta main de cartes pour une manche donnée, je trouve ça juste, voilà, trop indispensable de pouvoir piocher 2 cartes de plus dans ton tour pour en défausser 2, donc faire déjà un cycle. C'était laquelle? T'en as une qui te permet de piocher une carte de plus, je crois. Enfin, voilà, il y a vraiment, il y a l'aspect là que je trouve qui t'oriente très très fort au final sur les croissances. C'est des axes. C'est des axes que je trouve un peu incontournables pour le coup. Mais alors c'est dur de faire une partie. Ouais. Je pense que gagner une partie sans carte de croissance du tout, je sais pas si c'est vraiment possible. Vraiment rude. Ça, c'est effectivement. T'es pas obligé de taper au bout. Non. Alors, c'est bien. Hein, mais il faut un petit peu de pouvoir ongoing, sinon. Ouais. En fait, si le reste de la table en prend et que t'en prends pas, mais c'est un peu comme le reste des trucs, si tu veux, t'es lié, quoi. Enfin, une fois qu'il y a des chars partout, si t'en as pas, bon, ça va être compliqué. Mais bon, c'est juste, voilà, je pense que c'est intéressant comme axe de développement. Ce qui est bien, c'est que t'es pas obligé de rester dans une même colonne. T'es pas condamné. Ouais, il y a une mini-course qui se crée parce que si tu as décidé d'adopter un certain style de jeu, quand tu arrives dans les niveaux 3-4, tu peux pas te dire je vais prendre l'autre carte. Ouais. Elle t'intéresse beaucoup moins. Du coup, tu peux couper l'herbe sous le pied à un joueur parce qu'il y en a que 2 de chaque. Et donc, c'est plutôt bien fait. Tu peux regarder en fonction des ressources qu'il a. C'est ça, des ressources qu'il possède. T'as déjà une petite interaction indirecte là-dessus. C'est plutôt bien foutu. Ouais, c'est cool. Mais c'est vrai que c'est un axe relativement incontournable. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Je trouve que les points qui sont donnés sont vraiment énervés. Mais pour aller au niveau 5, faut quand même payer de la valise. Hein. C'est de la grosse ressource, mais les points sont forts. Les points sont forts parce que... mais encore une fois, il faut aller au bout. Ouais, mais c'est vraiment beaucoup de points avec en plus du power ongoing. Je sais pas, tu vois, on le comparait la dernière fois un peu à l'axe... alors l'axe prospérité, ouais. Ça c'est bizarre. C'est vrai que cet élément-là est un petit peu étrange. Alors, il n'est pas inutile parce que les points de victoire sont un peu dérisoires. Hein. Ah oui. En revanche, il apporte de l'argent en quantité assez généreuse et ça peut vous préparer la manche d'après. Parce que la prospérité, on l'a fait à la fin de la manche. Si vous alliez prospérité et les jetons qui vont vous permettre, les jetons d'investissement, en fait, vous pouvez avoir un petit moteur d'argent qui va vous permettre de ne pas avoir à vous soucier, de ne pas faire de commerce en fait, pendant le tour. Ouais. L'action commerce, c'est celle qui permet de récupérer de l'argent. On ne peut pas vraiment faire autrement. En fait, pour récupérer des grosses quantités d'argent, on est obligé de passer par là. C'est pas difficile à faire, mais ça vous coûte une action. Et avec ce truc-là, qui se fait automatiquement à chaque fin de manche, vous avez la possibilité de contourner cette action commerce. C'est comme ça que je le vois, en tout cas, pour la partie prospérité. Mais c'est vrai que ça semble relativement faible. Parce que ça demande quand même des smartphones qui, eux, coûtent extrêmement cher. C'est des smartphones, c'est vrai, ça coûte cher à l'achat, il faut arriver à trouver des pays où tu peux en importer. Bah oui, mais il te coûte 10 à l'achat. Donc en fait, tu vois, je dois dépenser 2 smartphones, ce qui me coûte littéralement 20 pour gagner 10. Tu en produis des smartphones, t'es pas obligé de les importer. Ouais, tout le monde n'en produit pas. C'est vrai que la Russie a un problème là-dessus, elle est très embêtée sur les ressources secondaires smartphones et les services. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'il y a... Mais elle a d'autres avantages, je veux dire. Elle a d'autres trucs à placer. Ouais. Et comme ça, on peut peut-être embrayer sur la symétrie, justement. Ouais, parce que ça fait partie, justement, des trucs. Donc, la symétrie est présente dans le jeu. À plein de niveaux. À beaucoup de niveaux, effectivement. Elle est légère. Alors, si on compare à Hégémonie, elle est nettement en dessous. Ah ouais, on n'a pas un set de règles par superpuissance. On a quelques différences, mais c'est vraiment à la marge. En revanche, les plateaux joueurs sont très différents en termes de ressources, de production initiale, les possibilités qu'on a de produire, même en termes de... la piste de prospérité en elle-même. Ouais. Et les focus sont potentiellement un tout petit peu différents. Ouais, à peine en termes de coût, voilà, c'est ça. C'est léger, mais c'est suffisant pour que ce soit intéressant. Les decks de départ des différentes nations sont différents. Pareil, léger, dosé, mais suffisamment pour que ce soit marqué, pour qu'en fait vous ayez un axe. Et les cartes stratégiques, évidemment, sont également différentes. Que tu peux exporter. Les ressources que tu exportes, les pays avec lesquels tu es allié au départ, ça fait quand même une bonne couche, la symétrie, finalement. C'est léger, mais surtout, je trouve ultra thématique, en vrai. Ah, c'est... Alors, très thématique, effectivement. Donc, la Russie produit énormément de ressources, du pétrole, du minerai. Les Chinois produisent des biens...
de consommation, potentiellement des chats. Les Chinois produisent des biens de consommation, des téléphones en l'occurrence. Les États-Unis sont une superpuissance, donc ils sont bons partout. L'Europe est très diplomatique. Bon, globalement... Diplomatique avec du service, mais par contre, en termes de production de ressources production, ça produit walou. Ça produit zéro. Mais bon, voilà, plutôt bien... Ouais, c'est bien foutu, ça. C'est très bien fait, et c'est très agréable, en fait, d'avoir ce truc-là. Et, en fait, je pense que la contrepartie de ça, certains arriveront à la conclusion que l'espace de décision, il est réduit, parce que on incarne une nation. Ouais, c'est aussi un point que je voulais peut-être, dont je voulais discuter. Dans Hégémonie, c'était très fort. Alors, on va le comparer un petit peu, forcément, au fur et à mesure de la vidéo, à Hégémonie. Dans Hégémonie, c'était quand même assez fort comment tu étais restreinte dans ton... Tu devais incarner ta classe sociale. Tu peux pas prétendre être la classe, comment ça s'appelle, la classe ouvrière en étant capitaliste. En étant capitaliste, voilà, c'est ça. Tu peux pas. Ça n'avait pas grand sens. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, t'as quand même la même liberté que tous les autres joueurs. Ouais. Mais ça va pas avoir le même impact, tu vas pas le faire aussi fort que si tu incarnais une autre superpuissance. J'en sais rien, on parlait de la Russie. Si la Russie se dit « Ok, moi je veux que des cartes de croissance en dépensant des services... » Ça va ramer fort. Il va falloir soit les acheter et trouver un moteur d'argent très fort. C'est l'enfer. C'est plus difficile. C'est pas impossible. De base, tu regardes sur ton plateau de la Russie, t'es déjà à balle sur le pétrole, t'es pas mal du tout sur le grain, t'es très bien sur la production de chars. Oui, donc en fait, tu spammes les chars et puis tu fous la pression militaire. Et pareil, de nouveau, c'est thématique. Ouais. C'est thématique, mais ça vous enferme pas. En tout cas, moi, je ressens pas... Ça t'enferme pas, mais en fait, le jeu t'encourage très grandement. Mais c'est sûr, si tu veux jouer la victoire... On te guide quand même. Voilà. C'est pareil, t'incarnes la Chine, t'es obligé de la jouer trade et des choses comme ça. Ouais. Même ta petite carte qui te permet de faire des échanges te permet de faire déjà plus d'échanges que les autres. Ouais. Et t'es orienté vers ça. Non, je suis d'accord. L'Europe, t'as quand même... T'es augmenté diplomatique. Tu veux faire des relations. Il suffit de regarder même tes cartes de départ. T'as beaucoup plus de cartes vertes. Ces cartes de départ, t'as 3 cartes vertes, t'as 2 jaunes, une bleue, t'as même pas de carte rouge, tu vois. Par contre, je crois que la Russie, tes 2 cartes de départ, t'as déjà 2 rouges. Ouais, t'as plus de envie d'aller la Non, mais c'est possible. Effectivement, c'est clair. Non, mais c'est vrai. Le jeu encourage fortement. On est d'accord. Voilà. Il y a peut-être que les États-Unis qui peuvent être. Les États-Unis sont polyvalents, mais sont attendus. Ouais. Les États-Unis, ils ont une contrepartie à leur superpuissance, entre guillemets, c'est qu'ils doivent, eux, ils ont une obligation d'être majoritaires dans certaines régions, sinon ils perdent des points. Et donc, en fait, c'est vraiment l'inconvénient du truc. Et il y a encore un élément d'asymétrie qui est intéressant, je trouve, c'est que les États-Unis et l'Europe sont alliés. C'est-à-dire que... Pour le militaire. Voilà, uniquement sur les menaces. Ils ne se menacent pas l'un l'autre. Ils sont bridés là-dessus. Si on prend cet exemple ici, il y a un char militaire au niveau européen au niveau des États-Unis. Les États-Unis ne perdent pas de points. Voilà. Non, c'est carrément bien. C'est carrément bien. En tout cas, c'est intéressant d'avoir inséré cet élément qui est très thématique, puisqu'ils font partie de l'OTAN tous les deux, donc effectivement, ils ne peuvent pas théoriquement s'affronter. En fait, c'est génial d'avoir mis des éléments thématiques aussi forts que ceux-là, et de les avoir fait passer en termes de gameplay, et que ça apporte quelque chose au jeu. Ouais. Tu sais, quand t'es Europe-États-Unis, en fait, t'as déjà que 2 menaces. Alors que Chine, Russie, les mecs, ils sont menacés par 3. Bah oui, carrément. Et là, notamment sur l'Asie centrale, en fait, c'est Chine et Russie qui s'affrontent purement. Hein. C'est ça, mais ce qui est complètement con. Non, mais c'est incroyable. C'est vraiment très fort, je trouve, d'avoir réussi à faire cette implémentation thématique aussi marquée dans un jeu comme ça qui est quand même un euro avec des mechas ultra classiques, quoi. Bon, si on revient sur cette asymétrie, pour finir un peu sur cette asymétrie, par contre, j'ai l'impression, sur les parties qu'on a vues, les États-Unis gagnent quand même beaucoup, j'ai l'impression. Sur de la première game. Non, je suis pas trop d'accord. Oui, alors sur de la première game. En fait, le problème de la première partie, c'est que les États-Unis sont plus faciles à jouer que le reste. Parce qu'ils ont juste plus de tout. Donc évidemment, ça aide vachement le joueur qui joue les États-Unis. Et donc sur une première game où les joueurs ne savent pas forcément maîtriser les autres nations, en fait, ça pêche. Je crois que j'ai quand même vu 3 parties où l'ordre de classement, c'est comme ça, c'est États-Unis, Europe, Chine, Russie. C'est possible. Et je crois que j'en ai vu 3. Pour moi, c'est le niveau, c'est dans cet ordre-là en termes de difficulté à jouer. Ouais. Mais ça veut pas dire, ça veut pas dire que c'est impossible. Quand tu as joué la Russie, tu as gagné. Je gagnais et la Chine était deuxième. Tout à fait. Donc c'est tout à fait possible. Maintenant, je pense qu'il faut effectivement 1 ou 2 parties dans les pattes. C'est pas un jeu que vous allez masteriser à la première partie. Non. C'est très clair. Ça, c'est clair. C'est du costaud. Hein. Mais faut le savoir en fait. C'est juste, c'est pour le dire, faut le savoir. Il faut le savoir. Ça peut en frustrer à certains si vous jouez à 4, ce qu'on conseille d'ailleurs. Ça peut en frustrer de se dire, ok, il y a une faction qui est quand même beaucoup plus simple à prendre en main.
Et sur une première partie ou Ouais. sur les 2 premières parties, il a déjà plus de chances que nous. Pour moi, d'emporter. là, du coup, Mais c'est la filiation. C'est de la courbe de progression. C'est ça. Voilà. Mais c'est la filiation directe d'hégémonie. Pour moi, le capitaliste a aussi gagné 75% de nos parties. Et au final, en fait, l'État, il gagne quasiment jamais parce que c'est overdur à jouer. Chaud à Enfin, bien sûr. Ouais. Mais c'est tout aussi En fait, c'est génial d'avoir un truc où tu te dis, ok, je pars avec des axes parce qu'on est des gogoles, qui sont moins ça, on aime visibles. bien, nous. Non, mais je sais pas, je pense qu'il y a une difficulté supplémentaire. Et puis surtout, il faut que tu arrives à trouver un contre-pied de, ok, tu pars dans la sauce, t'as déjà pas de ressources, t'es à poil, t'as moins d'argent que tout le monde, machin, oh là là, personne t'aime, enfin bon. Et il va quand même falloir que tu y ailles et que tu gagnes. Et en fait, tu pars d'office, tu sais que t'es au fond. Ouais, c'est la solution de facilité. On rappelle que le jeu se déroule en 2010. En 2010, les événements récents par rapport à la Russie ne sont pas encore survenus. Donc c'est pour ça qu'il y a la Russie à l'intérieur du jeu. Attention, ils surviennent très vite dans le jeu. Il est effectivement possible qu'au cours de la campagne, des événements réels, récents, se produisent, et donc il se passe des trucs, encore une fois, filiation avec hégémonie, des événements historiques. Donc voilà, tout ça pour dire que la symétrie dans le jeu est impeccable, en fait. Elle est très bien. Elle est bien. Tiens, je viens juste de voir. Aussi sur la symétrie. Toujours. Parce qu'au final, elle est bien plus complète. Bien sûr. Non, mais en fait, la symétrie est énorme dans le jeu. Qui commence par dire c'est léger, nanana. Pas du tout. En fait, on dit qu'elle est légère parce qu'elle est plus facile à prendre en main que dans Hégémonie. Oui, non mais toutes les règles de base sont exactement les. Voilà, c'est ça. Il y a pas le corpus de règles différents ou juste de la production différente. Voilà, en restriction, j'en sais rien. Cuba, les États-Unis ne peuvent pas prendre Cuba. Ils peuvent pas avoir des relations diplomatiques avec eux, c'est pas possible. Et c'est des trucs logiques. C'est ultra logique. C'est des trucs thématiques. Pareil. Voilà. Les États-Unis, pas pays bien alliés sûr. d'Iran. Ça se comprend. Bon, c'est tous des trucs qui sont thématiques et qui rajoutent une couche effectivement d'asymétrie, et également pour construire. On va jusqu'à la construction possible de la base militaire, en fonction de la nation, en fonction de la superpuissance. Enfin, on descend quand même assez bas. Donc, réflexion faite, la symétrie dans le jeu est importante, mais elle est très bien dosée. Voilà. Franchement, elle est super bien dosée. Je voudrais parler un tout petit peu des parties sans 4 joueurs, les parties à 3 et à 2. Donc on n'a pas joué à 2 joueurs. On s'était dit qu'on allait faire une partie à 2 joueurs avant, et puis là on rentre d'un week-end jeu, on est claqué, donc ça marche pas. Comment ça fonctionne? En fait, on a des petites cartes supplémentaires ici qui représentent les 4 superpuissances et qui en fait vont donner à chaque fois une région associée et éventuellement un petit char. Donc d'abord, on peut jouer n'importe quelle puissance, enfin, il n'y a pas de restriction particulière, il faut qu'il y ait les États-Unis, il faut qu'il y ait l'Europe. Non, on s'en fout. On peut prendre n'importe quelle puissance contre n'importe quelle puissance. On en enlève juste celle dont on n'a pas besoin. Et en fait, au début de la manche, enfin, la fin de la manche précédente, on va révéler une petite carte comme celle-là, sur laquelle on va donc mettre des cubes sur les nations qui jouent pas. Mettons, on joue par exemple États-Unis contre Europe, et bah du coup, il y aura un cube pour la Russie en Asie centrale, un cube pour la Chine en Asie du Sud, et à la fin de la manche, ces cubes d'influence vont être placés dans les régions correspondantes, dans la zone fixe, la zone permanente, en priorité, et la zone temporaire. Voilà, éventuellement, ce sera assorti également d'un tank. Voilà. Okay. Mais ça c'est pas mal, tu sais déjà que voilà. Tu vois au début de la manche, tu sais que ça va arriver. Il y a au moins 2 cubes d'influence et jusqu'à 2 chars. Voilà, c'est ça. Et donc, alors, si on joue, alors là, on a simulé une partie à 2, évidemment, dans une partie à 3, il n'y a qu'un seul joueur neutre, et donc il n'y a qu'une seule influence. Mais tu as quand même 2 cubes. Et qu'un seul char éventuel. Ça fout quand même 12 cubes. Hein, ah non, mais c'est très clair, c'est vraiment important. Et en gros, en moyenne, au final, c'est ce qui va se passer. Les joueurs, bah oui, les joueurs vont mettre, allez, peut-être en moyenne, c'est peut-être un peu léger, 1 cube par manche, mais on va dire que c'est un joueur un peu en retrait, quoi. Mais c'est à peu près ce qui va se passer. Je trouve que tu mets pas 2 cubes toutes les manches. Non, tu mets pas 2 cubes toutes les manches, c'est clair. Donc, et c'est pas évident à faire. Non, ça coûte ultra cher, en fait, de mettre des cubes. Si tu mets 2 ou 3 cubes en une manche, à la fin de la manche, tu es à poil. Et du coup, c'est compliqué de repartir après. Maintenant, voilà, ça simule bien. C'est pas gênant dans le sens. Il n'y a pas un automa à gérer avec des cartes d'action, à prendre des décisions, Non. Juste, on met ça au début de la manche, on voit ce qui va se passer, à la fin de la manche, on pose des cubes, terminé. Et c'est pour ça que pour moi, ça rend le jeu plutôt viable, en fait. Alors,
Je me demande à 2 joueurs, je suis pas sûr que Ouais, je je serais suis pas sûr. très intéressé à 2 joueurs parce que tout de suite ça se transforme en jeu de tir à la corde. Bah oui. Parce que c'est inhérent au jeu de majorité. Ceci à 2 près joueurs. qu'on a quand même des influences neutres qui comptent. Voilà. Mais c'est vrai qu'on fait... Super, voilà. je pense quand même beaucoup. C'est quand même moins bien. C'est quand même moins bien. On a Mais joué à on 3. a joué à 3 et Ouais. ça tournait étrangement, enfin, C'était mieux bien. que ce que je pensais. Moi, j'ai pas du tout... ça m'a pas posé de problème pendant la partie. C'était pas ça. chiant à gérer. Ouais, donc ça, c'est exactement. déjà un très gros point. Et effectivement, c'était bien. En fait, la partie était bien. Elle était un petit peu plus courte. C'était pas mal du tout. Moi, j'ai trouvé ça réussi. Donc, Ça restera mieux à 4, voilà, bien sûr. ça c'est évident. C'est conçu pour 4. Mais 3 joueurs, il faut savoir que ça ça se joue simule très bien. et je pense qu'il y en a qui pourront y trouver beaucoup de plaisir, même à 2. Bien sûr. En fait, bien sûr. là-dessus, Au niveau du player count, c'est acceptable. Ouais. Tout à fait. ça permet d'embrayer sur un point noir pour moi qui est le temps de jeu. Ah oui, alors, il n'aime pas trop ça. Le temps de jeu pour moi est beaucoup trop long. En fait, il n'est pas adapté au fond de jeu qui est proposé. Le fond de jeu, c'est, voilà, comme on l'a dit, c'est du jeu de majorité et de contrôle de zone, etc. Et nos parties ont à chaque fois duré au moins 3 heures au bas mot. 3 heures, 3 heures et demie. Non, on en a fait une en moins. On en a fait une en moins. Oui, quand on a rejoué avec des gens plus expérimentés, ça a duré moins. Ça a duré 2,45. 2,45, un truc comme ça. Ouais, on n'est pas loin des 3 heures, je minimise pas. Hein. C'est ça. Et pour moi, ça reste trop long vu le fond de jeu en fait, qui est proposé. Parce que tu as un downtime en fait inhérent qui est énorme, que tu peux pas trop compresser. Et le truc, c'est que je pense que même avec des joueurs expérimentés, c'est super dur de tomber sous les 2h30. Je vois pas trop dans quel monde. Je pense aussi, je suis d'accord. Je pense que 2 heures, c'est un peu idéaliste. Il faut vraiment avoir des joueurs qui ont poussé le truc. Ouais, 2 heures. Peut-être à 2 joueurs. En fait, voilà, c'est peut-être 2 à joueurs. 2 joueurs, tu descends, mais effectivement, c'est un peu idéaliste que de penser qu'à 4, ça va descendre à 2 heures. Bon. C'est ça. Pour moi, ça pose pas de problème. Je m'ennuie pas pendant la partie parce que je trouve que les décisions ont un impact très fort, mais je suis moins gêné que toi par la partie deck building et par le fond de jeu, ce que tu dis, c'est-à-dire pour moi, quel point les décisions que tu prends... En fait, il n'est pas assez poussé pour garder mon investissement. Tu voudrais que ça aille plus loin. Tu voudrais plus de contrôle pour être plus impliqué. C'est ça. Voilà, bon. Exactement. C'est fait que mon investissement au fur et à mesure du jeu s'étiole. Il s'étiole, oui. Et voilà, je perds de l'intérêt. Moi, je comprends. Et surtout, je regarde pas forcément trop ce que font les autres pendant leur tour. Parce qu'au final, c'est très mouvant, donc tu vas surtout regarder à ton tour de OK, où est-ce qu'on en est. Oui, c'est ça. Et puis tu vas te réadapter. C'est vrai. Moi, je le vois différemment, mais c'est vrai, je comprends tout à fait. J'entends que c'est relativement long. Ça me pose pas de problème parce que le fond de jeu me convient très bien et j'accepte de jouer avec ce système de deck building il y a un peu de chaos entrant. Et moi, ça m'intéresse en fait, la réflexion des autres, à quel point ils vont choisir de trucs. J'essaie toujours de discuter un petit peu les décisions et tout ça. Donc voilà, j'ai un peu ce truc-là, mais parce que effectivement, c'est exactement le type de jeu que j'aime. Les jeux de majorité, c'est plus on avance, plus c'est ce que je préfère, je crois. Et là, le cœur est tellement réussi, je trouve que c'est super cool. En fait, ça rejoint peut-être pour moi pas son plus gros défaut. J'aime bien le jeu. Hein. Faut pas croire que je l'aime pas, et on reviendra dessus durant la tier list. Mais il est in fine extrêmement classique. Je trouve que c'est un assemblage de mécaniques plutôt connues. Ah, c'est classique. Toutes c'est vrai. Classiques, qui qui fonctionnent vraiment bien ensemble. Mais en fait, voilà, peut-être que j'avais trop Hégémonie en tête, qui m'avait vraiment marqué et que dont je garde un super souvenir. Et là, il n'y a pas la petite étincelle, il n'y a pas la petite méca ultra originale, tu vois. Il y a je gagne du power ici, il y a de la majorité, ça a été déjà vu et revu. Ok, il y a le système de majo permanente, majo non permanente, celle-là qui est vraiment plutôt originale, qui fonctionne super bien. Je trouve. Le deck building, ultra connu. Si, ok, il y a les petites cartes là, d'ailleurs on peut en parler, parce qu'on n'en a pas parlé. Le multi-use de toutes ces cartes actions. C'est vrai que, oui, c'est vrai, t'as raison, on n'a pas de ces cartes-là, donc... Elles ont un coût entre 1 et 3, déjà pour pouvoir les récupérer en termes d'influence. Attention, l'influence, la ressource diplomatique. La diplomatie, oui. Ultra cher, hein, c'est super dur à avoir. C'est recherché, et puis c'est nécessaire, vous allez vous en servir pour tout. Exactement. Et ces cartes, on va pouvoir les utiliser de plein de manières, déjà pour le commerce, pour de l'import, potentiellement pour de l'export. Enfin, pour de l'export et potentiellement pour de l'import, pardon. On va pouvoir les utiliser pour faire de l'investissement dedans, donc ça va nous donner des sous, ça va poser du cube. On va pouvoir aussi poser de la base militaire dessus, ça va poser du cube, ça va déployer du char. Surtout, ça va nous permettre d'obtenir des réductions, donc en fait, les cartes, on peut les incliner ou les retourner, selon comment on joue. On va pouvoir obtenir des réductions quand on va vouloir soit obtenir d'autres pays alliés dans cette région.
j'en sais rien, j'ai l'Iran, je veux récupérer un autre pays allié dans l'Afrique du Nord, ici, ça fait partie de la même région, bah si je la tape, si je l'engage, ok, elle me fait une réduction de 3 en termes de drapeau, pour obtenir d'autres choses, ou une réduction de 3 pour poser un cube dans cette région, sachant que c'est une région qui coûte super cher. S'engager dans la région. Voilà, pour s'engager dans la région. Donc voilà, ça c'est encore une utilisation intéressante. Dernière utilisation que je crois que j'ai en tête, c'est pendant la phase de recherche, où tu peux les engager, et pareil, tu regardes sa petite puissance, donc son numéro qui est en haut à gauche, et ça te donne autant de points de recherche pour choper de la nouvelle carte. C'est quand même méga intéressant. C'est les cartes multi-use, moi j'adore ça, hein. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Bah, d'habitude je suis pas fan, et là franchement je les trouve super bien foutus. Enfin, c'est bien fait. Il y a, moi, le point par contre où je suis un peu plus sceptique, tu sais, c'était le point, alors là c'est du détail atomique, hein, mais c'est quand tu rechopes une région, un pays allié que tu as déjà. Où ça va te faire poser du cube, machin, et ça va pas être considéré comme une autre... C'est une petite règle. Ouais, c'est un peu discutable, ça crée une forme d'opportunisme, mais ça rejoint... En fait, ça crée une exception qui est pas... Oui, ça crée une exception qu'on veut pas forcément. On va pas s'étendre dessus, mais effectivement, voilà, ça crée un petit truc différentiel. C'est pareil, c'est un choix, je pense qu'on l'aime moins parce que ça ajoute un petit peu de chaos et d'opportunisme, parce qu'il y a quand même de la sortie de cartes, et c'est pas forcément ce qu'on veut. Maintenant, voilà, moi franchement, c'est à la marge, hein, tout à fait. Tout à fait. Le multi-use est vraiment génialement géré. Le système de réduction est très bien en fait, parce que les réductions, on s'en sert pour réduire tout. On réduit le coût d'engagement, on réduit le coût des cartes supplémentaires, et on réduit le coût de recherche, comme tu disais. Et en fait, on peut cumuler tout ça. Je veux dire, le coût de recherche, on peut taper toutes les cartes qu'on a, et on prend blinde de cartes. Un tour de recherche de zinzin. C'est génial. Attention, le fait d'utiliser les cartes, donc en fait, on va taper ces cartes ou les retourner, effectivement, mais on va les utiliser une fois qu'elles sont tapées, on peut plus s'en servir. Et en fait, elles se détapent pas automatiquement. Ça, c'est vraiment important. Elles se détapent. Ça aurait pu. T'aurais pu épuiser tes cartes et dire, au début, on les détape, mais ce qui a été fait, et c'est hyper intéressant, je trouve, c'est justement de le lier au focus que vous allez choisir, parce qu'en fonction du focus, vous allez détaper entre 1 et 4 cartes à peu près, en fonction des nations, hein, c'est la partie asymétrique. Et donc, vous allez devoir faire des choix, parce que tout ce que vous n'avez pas détapé, c'est ce que vous ne pourrez pas réutiliser cette manche. Et pour utiliser une carte, on peut s'en servir pour les réductions, mais aussi on doit les taper quand on utilise les cartes pour investir dedans ou pour construire des bases militaires. Et donc c'est quand même assez fort, parce que si vous avez un joueur qui a tapé toutes ces cartes, vous savez que déjà, il est relativement dans la sauce d'ici la fin de la manche. Il n'a plus grand-chose en termes de ressources, sauf s'il a des ressources physiques ici qui vont lui permettre de continuer à jouer. Sinon, il est quand même un peu pauvre, quoi. Et ça va être dur, et il va falloir potentiellement aller sur le focus diplomatique. D'où le choix du focus qui est super intéressant. Qui va aller sur détaper des country cards. En fait, c'est ça. Vous avez toujours une dose d'anticipation, parce que vous voyez l'état du jeu de vos adversaires. Et c'est là où je trouve que le jeu n'est pas trop long, c'est qu'il y a toujours quelque chose à aller observer, parce que c'est des petits éléments qui sont importants, en fait, qui vont vous guider un petit peu sur les actions que sont capables de réaliser vos adversaires. Mais c'est sûr que le système de multi-use de cartes, effectivement, je l'avais plus en tête, mais c'est vraiment excellent aussi. Et c'est pareil, je trouve ça assez original, je sais pas, mais je veux dire, dans leur utilisation la multi-réduction, je trouve que c'est quand même assez fort, et le fait de ne pas détaper automatiquement, c'est pareil, c'est un excellent choix. Non, c'est en fait super bien amené, c'est ça. Et de manière extrêmement thématique, hein. Alors c'est tout con, hein, ça représente un pays, mais c'est bien foutu, en fait, tu veux pas plus. T'as un pays allié à relié à telle région. C'est génial. Selon sa puissance économique, qui est un peu réelle dans le vrai monde, il n'a pas le même coût. Non, mais c'est ça, exactement. Puis les ressources qu'on va pouvoir échanger avec lui sont aussi. Mais c'est ça, tout ça, ça amène du tout thème. Ça qui est génial, super en fait. bien. Et alors, on peut passer... l'Arabie Saoudite, tu te doutes que tu vas pouvoir importer du pétrole. Bien sûr, évidemment. La classique. Et on peut passer justement à un élément que je voudrais mentionner aussi, c'est la partie... Alors, on est sur un proto, donc il faut prendre ça avec des pincettes. La partie esthétique du jeu et l'iconographie. Donc, la direction artistique n'est pas complètement terminée. On peut lire Art Not Final sur presque toutes les cartes. Donc, on se doute qu'il y aura d'autres choses. Bon, c'est déjà relativement bien fait. Les cartes de pays sont bien faites, puisqu'en fait, on a le pays représenté en filigrane, zoomé sur la carte du monde. En gros, je trouve ça plutôt bien. Le drapeau du pays associé à chaque fois. On a un système de cartes qui, en fait, on tape pas les cartes, on les retourne. Et en fait, elles sont un peu grisées. Je sais pas Nous, on a décidé de les taper, quoi. Nous, on les tape parce qu'en fait, le fait qu'elles soient grisées se voit peu et donne des informations un peu perturbantes. Et surtout, à la manip, c'est chiant. S'il y a des tokens dessus, des conneries,
Oui, Tu dois tout enlever, retourner ta carte. t'enlèves, tu reposes, bon, c'est Bon, pénible, ça va. et c'est, en fait, on retourne les cartes et on les tape pas, parce qu'en fait, la partie basse, la partie commerciale, est toujours accessible malgré le fait que la carte C'est soit ça. tapée. Oui. Bon, un peu bizarre, il y a quelques choix comme ça, quelques iconos qui manquent un peu, quelques coups qui sont moyennement rappelés, quelques idées en Ouais. fait qui mériteraient d'être mieux implémentées pour que Plus clair. ça se pose pas de Je questions. sais pas, moi, le premier truc qui me vient en tête, c'est la production des ressources Ouais, la façon de secondaires. produire, j'ai entendu ça plusieurs fois. Ouais. La Ouais. façon de produire qui s'est rappelé dans les cartouches des focus. C'est vrai, ça devrait être Dans les rappelé sur encadrés l'aide des de jeu. focus. Devrait Ça devrait être rappelé sur l'aide l'aide de jeu parce que, Mhm. en fait, tu te dis, quand tu fais l'action de production, tu as le droit de produire ce que tu as envie. Enfin, Ouais, tu produis n'importe quel type de X ressources en fonction de la carte. Quoi, voilà. Exactement. Ouais. X ressources en fonction de la carte. Mais tu peux produire n'importe quelle ressource secondaire. Mais quasi dans toutes les games, ça arrive de ah, ok, mon focus il est là, donc je peux que produire potentiellement des smartphones ou du service. Et donc j'ai pas le droit de produire de la diplomatie Ouais. ou des chars. Non, mais c'est Alors vrai. que si, t'en as le droit. Il y a ça. Et surtout, t'as pas le rappel des coûts. Enfin, Voilà, les coûts, la limite de production, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que je dois produire exactement ça? Exactement. C'est le maximum, c'est machin. ça, Bon, c'est le merdier. il y a c'est quelques pas très, trucs. très bien foutu. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Les coûts sont moyennement rappelés. Les coûts, en fait, ils sont rappelés, mais à des endroits bizarres. L'argent de départ est à un endroit très bizarre. Enfin, Le coût des c'est- bases, nombre de fois. Je Le- crois que les même bases, à la bien sûr. 4e partie, on est encore. combien en train ça de coûte bugger. une base? Ça coûte 5, c'est rappelé dans l'aide de jeu, mais c'est rappelé à la toute fin de À la la toute ligne. fin. C'est pas du tout mis en valeur. Enfin, Parce qu'ils disent au début payer le coût de la base. Bah ouais, mais c'est quoi c'est ce combien? coût de la base Non, mais bon, c'est vrai. Bon, c'est vraiment du détail C'est atomique. du détail, ouais. C'est du prototype, ça fait partie des remarques qu'on va remonter justement Tout à fait. à l'éditeur pour qu'il puisse justement travailler sur ces points-là et que quand ça arrive, ce soit résolu. Mais c'est effectivement des petits points où pendant les parties, on s'est bien rendu compte qu'il y avait quand Ça même pêchait, et quelques en fait, trucs de manière qui ramaient un récurrente peu. sur toutes les Bien sûr. parties. Non, ça mais c'est rame. vrai, c'est vrai. Après, en termes de DA, bon, moi perso, j'adore. Moi, j'adore ça. T'es dans l'univers des Gémonies. Hein, tu Voilà, retrouves, 100%. Plateau 100%. noir, Ultra les sobre. mises en valeur, voilà, exactement. à plat de couleur. 100%. Comme Les ça. zones délimitées, Trop impeccables comme ça. Enfin, Non, nickel. c'est T'as du tableur. ultra enfin, lisible. En fait, on veut pas plus que ça. On n'a pas un besoin petit de peu de plus. trucs figuratifs. Voilà, c'est ça. Ce Mais qu'il faut, en fait, juste le figuratif c'est qu'il faut parfait. pour t'amuser avec les tes petits petits chats. tanks, non mais c'est vraiment, c'est nickel en termes de matériel. Ce sera franchement, proposé on est comme ça et il y aura une petite version avec des figurines de tanks pour ceux qui aiment bien ça, machin. Bah, on s'en fout, mais voilà. Ouais. Et c'est vrai que c'est hyper agréable à jouer. Alors C'est on a trop un prototype d'une qualité top, Plus, hein, plus, évidemment. hein. Oui, oui. On n'est pas loin du jeu final là quand même, je pense. Et À part les c'est illustrations, je pense c'est que du ça va pas solide. beaucoup évoluer. C'est du solide. On peut mentionner ça. Aussi. Alors ça, c'était déjà le cas dans Hégémonie. On avait déjà eu un petit bouquin de concept, mais alors là, on va au niveau supérieur. C'est-à-dire que là, on a un bouquin de concept relié avec combien 80 C'est pages comment, ça doit être glacé en plus. Oui, c'est du voilà. super bon papier. Il y a 65 pages. Bon. Bon, les mecs mettent les moyens Ouais. et ils donnent des éléments de contexte et des éléments thématiques comme celui-là. C'est pas, pour moi, c'est pas anodin. Et c'est vraiment quelque chose qui montre à quel point on peut faire un jeu d'excellente qualité. Bah, c'est surtout que tu vois qu'il y a un peu de travail de recherche. Il y a du tap. Mais alors les mecs Tu sont vois quand que c'est même. des chercheurs. Les en gars, fait, c'est quand même des académiciens c'est ça. en politique, en économie. Ouais. C'est pas des débiles. Ils expliquent, ils essaient de vulgariser les Et concepts qui à travers ces comprennent en fait, bouquins-là. les concepts C'est ça. qu'ils développent dans leur jeu. Voilà, donc on avait des concepts politiques, politiques, économiques dans le bouquin d'Hégémonie. Ici, on a des concepts autour des relations internationales. C'est ça. Je trouve ça hyper bien d'avoir un côté institutionnel en Ouais, fait c'est dans le jeu qui va t'expliquer des trucs comme ça. Après, pareil, il faut être sensible au thème. Hein. Non, mais il faut être sensible au thème, mais je veux dire, l'effort est notable quoi qu'il arrive. de ouf. Même si tu Bien t'en sûr. fous, je veux dire, tu reçois un machin comme ça, c'est quand même pas du tout la même chose que un pavé comme ça de l'or pour expliquer ce qui se passe dans le jeu. C'est ça. Ça n'a rien à voir. Ouais, de ouf. C'est une autre approche. Et je trouve c'est louable. Voilà. Moi, je recherche ce genre de jeu, même dans des euros. Je pense que c'est l'un des derniers points qu'on va lancer. On retourne sur un petit peu de gameplay après cette petite aparté DA. On va parler de tout ce qui concerne l'ordre du tour, Ouais. qui est intéressant en fait. Alors déjà c'est cool que ce soit, alors ça fait une sorte d'un petit peu de catch-up, que ça soit le dernier joueur qui choisisse sa position dans l'ordre du tour. Et t'as quand même pas mal de questionnements de où est-ce que t'as envie de te placer. Comme tout jeu de majorité, généralement t'as envie de te placer dernier, Bien juste sûr. pour être en réaction, Ah, bien sûr. pour être le dernier à faire une action dans la C'est ça. manche et Et voir, pouvoir voir tout ce que Exactement. les autres ont fait voir où avant. est-ce que ça t'emmène. Conclure, c'est toujours bien. Exactement. Conclure, c'est toujours bien. La première position n'est pas dégueu non plus, en fait. Pourquoi? Pour l'aspect course sur les cartes de croissance, Ah, bien sûr. ici, et l'aspect deck building, bah, tu vas être le premier à choisir. L'achat, voilà, c'est ça, parce que Exactement. du coup, c'est fixe, c'est-à-dire qu'on joue 4 actions, quoi qu'il arrive, on peut en jouer une 5e avec une carte de croissance, mais les jouer C'est ça. tout de suite après la 4e, ce qui veut dire Ouais. que l'ordre du tour pour acheter ces cartes ne change pas.
c'est obligatoirement le premier joueur qui achètera en premier. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc, c'est ça qui est assez fort, c'est que du coup, on se pose vraiment la question de premier-dernier. Tu disais, ça fait un petit peu de catch-up, le truc de c'est le dernier qui choisit et tout. Ça fait pas, à mon sens, que du catch-up, ça fait plus que ça, parce que il y a un rythme dans le jeu. Si vous passez devant trop vite, et notamment si vous achetez des cartes de croissance trop vite, vous allez prendre un lead qui n'est pas souhaitable, parce que quand vous êtes premier, vous êtes dernier à choisir. Exactement. Et c'est un problème. Donc ça crée une forme de tempo, c'est-à-dire que vous devez faire en sorte de coller au score pour pas vous retrouver complètement largué. Mais si vous êtes devant toute la partie, vous allez souffrir de l'ordre du tour. Comme dans Funkenschlag quand tu poses trop de maisons. Ah bah alors, il faut vraiment trouver le bon équilibre. Il faut pas être devant tout le temps, ça c'est vraiment pas possible, c'est trop. Mais il faut pas non plus être complètement largué, sinon ça va être dur de remonter. C'est trop dur. Mais le problème, c'est ça. En fait. Il faut trouver un bon équilibre. Et en plus de ça, quand tu commences à prendre de l'avance, t'es automatiquement une cible. Ah mais parce que les gens se disent, oh regarde, il a 10 points d'avance. On te démonte. Et d'ailleurs, rares sont les situations où à l'issue de la manche 3, donc au premier décompte, le classement est le même qu'à la fin de la partie. Ça n'a absolument rien à voir. Et je crois que j'ai pas vu ça encore une fois. Moi, je pense pas non peut-être plus. la partie avec Reynald où... Il est déjà devant au début. fin de manche 3, il commence à prendre un très gros lead. Ah oui, d'accord. Et il le conserve. Non, mais je pense qu'on l'a laissé trop faire. Aussi. On a merdé. On lui a donné la nation la plus forte et bon, il est quand même à l'aise avec ce genre de choses. Et puis, en fait, ça, et comme deux gros bebeux, on a continué de se mettre sur la gueule, bien sûr, alors qu'on avait Chine-Russie, qui sont déjà à la traîne. On s'est dit, on va laisser Reynald, et nous deux, on est un peu des débiles. Bon. Anyway, en tout cas, voilà, c'est vraiment, je trouve, cet ordre du tour est primordial. Et c'est pas juste... En fait, c'est un choix important. Voilà, c'est vraiment c'est pas juste, c'est un jeu de majo, il vaut mieux jouer dernier, point barre. Non. Ça crée du rythme dans le jeu qui n'existe pas normalement sans ce système de sélection. C'est ça. Et je trouve ça vraiment bien fait encore. Et puis voilà, il y a des manches où tu vas vraiment, tu vas te dire c'est pas grave si je suis pas en réaction. Bien sûr. Je sais pas, je suis manche 4, le scoring vient d'avoir lieu. T'es peinard. Vas-y, c'est bon. T'es peinard. Je joue devant. On y va. Il suffit qu'il n'y ait pas beaucoup de menaces militaires ou un truc comme ça. Tu dis, ok, non, là, je vais aller chercher de la carte. Bien faire gaffe aux cartes de croissance. Exactement. Notamment la 5e, faut pas la louper, quoi. Si vous faites Braco la 5e, ça doit être... un peu. Oulala. Ou si tu t'es dit, vas-y, je me suis orienté sur les 25 thunes, t'as pas du tout les drapales. T'as raté que le gars d'en face, il allait produire et rejouer derrière, et tu dis, oh, il a pas les valises. Oh là là, il les a, merde. C'est arrivé, non, dans une partie. Je pense que oui. Oh putain. Bon, allez, enfin, en tout cas, voilà. Très important, cet ordre du tour est très plaisant, en fait, comme élément. Ouais. Comme le veut la tradition, on va maintenant passer à... La tier list. La tier list avec le marqueur... Meilleur achat des scènes, globalement. Voilà, si vous trouvez ce petit marqueur doigt. Donc ça sert juste à expliquer quand vous avez une grande table et que vous êtes à distance, et on s'en sert de la pire des manières. Monsieur fâché. Voilà. Attention. Et évidemment, on s'en sert de la pire des manières, c'est-à-dire qu'on le garde comme ça, et on se lève, et on va juste pointer que ça n'a aucun sens. En tout cas, moi, je m'en sers comme ça. Mais surtout, c'est pas pratique pour retourner les cartes. J'ai essayé. Ça marche mal. Et manipuler les cubes, c'est... T'arrives dessus, t'es là genre... Oh non. Oh non. Il va... Bon, bon, la tier list. La tier list, alors. Tu le mets où? C'est moi qui commence. C'est toujours moi qui commence. Ah d'accord, alors c'est moi qui commence. Je pense que la commu est d'accord. Ça va. T'as dû commencer une fois sur genre 10 jeux. C'est parti. Bah, je le mets où à ton avis? Je sais que tu le mets en S. Je le mets en S. Ouais, je le sais. C'est du S, c'est tout ce que j'aime. Moi, j'adore ça. C'est vraiment exactement le genre de jeu auquel je veux jouer, comme pour Hégémonie. C'est, attention, encore une fois, c'est très différent. C'est pas du tout une expérience comme propose Hégémonie. Ça dure un peu moins longtemps. Notre dernière partie d'Hégémonie a duré 7 heures. Bon, en tout cas, là, on est vraiment sur le cœur de ce que j'aime, de la majorité, de la thématique comme j'adore, de la symétrie entre les joueurs, de la tension permanente, vraiment des trucs, des coups de Trafalgar, enfin, j'adore ça, vraiment, c'est exactement... On peut pas... Je pense c'est dur d'aller au-delà pour moi en termes de gameplay, c'est vraiment tout ce que... Si, on peut aller au-delà, on remplace le deck building par autre chose. Ouais. Voilà, c'est tout ce qui me manque, mais franchement, c'est vraiment à la marge, ça me convient très bien. Non, tu rajoutes un peu de gameplay avec, je sais pas, l'extension ONU. Ah bah alors, moi j'attends les trucs historiques. Ouais, j'attends les trucs qui se produisent dans le game, ils disent... Extension 3ème guerre mondiale. La Russie envahit toute la partie Est. Ah ouais, genre la Chine et le Japon. Ils se sont dit, l'Ukraine au final, c'est des tocards, on ne veut plus les voir. Ou envahit l'Europe. Ouais. Ou ils se sont dit, Madagascar, on la veut. Ou l'OTAN saute.
L'OTAN saute. Ouais, ça, c'est classe. Et par contre, tu as une alliance militaire États-Unis-Chine. Oh, bah tu... Oh là là, incroyable. Bon. Ah oui, l'arrivée de Trump. Oh bon, enfin bref. Allons-y. Et donc, du coup, Billy, tu le mets où dans la tier list? Moi, dans ma tier list, je le mets en A. Tu mets en A? Ouais, je le mets en A. Ah, je me doutais. Clairement pas. Il peut jamais aller ni en C ni en B. Mais en S, en fait, il en manque un peu. Il y a déjà la petite déception suite à Hégémonie où j'en attends peut-être beaucoup trop et je m'auto-hype. On se monte un petit peu le bourrichon là-dessus. On attend trop. Jeu hypé, jeu en danger. Alors personne me l'a hypé, je me le suis hypé tout seul. Non mais c'est vrai. Hein. Non, c'est vrai. Je suis et puis on va à SN, on le teste, on fait une demi-partie, on est comme des. On se régale. Ah, vraiment. Tarés à essayer. Mais c'est génial. Non mais on se met limite à genoux des auteurs. Bah, dans les voituriers. Non mais dans les voituriers en même temps, on était au taquet chez taquet. Mais c'est vrai que la démo était géniale. Le gars qui nous l'a présenté était ouf, donc c'était génial. Et une super démo. Et ouais, j'avais juste envie d'avoir le jeu. Bien sûr. On y jouait tout de suite, bien sûr. Et au final, fin de première partie, jeu trop long. Et in fine, je trouve arc décisionnel plus restreint que ce que je pensais. Ouais. Et fond de jeu beaucoup plus classique aussi que ce que je pensais. Oui, voilà, et donc il en manque pour moi. Quoi. Voilà. Ouais. Deck building et de la majo, alors un petit peu twisté, mais le fond de jeu en tant pas que tel, assez quoi. Ouais, pas assez, ou ça va pas assez loin, et c'est tous des marqueurs que je connaissais déjà bien. Le jeu marche super bien, super agréable à jouer. Après voilà, j'en ai fait quelques parties là d'affilée, j'ai peut-être envie d'une petite pause, j'y reviendrai, ça c'est sûr, mais peut-être envie d'une petite pause, tu vois. Et c'est pas suffisant en fait pour qu'il aille en S, et voilà, je me demande même, est-ce que je vais l'acheter? Ça va dépendre du prix. Ah, je comprends. Lors de la campagne, bah oui, justement. Ça va être déterminé. Donc campagne qui arrive, la vidéo va sortir le jour de la campagne normalement. Oui. Et donc on n'a pas d'idée de prix, donc je ne sais pas trop, donc à découvrir. En revanche, on sait d'office qu'il y aura effectivement des add-ons avec du matériel. Il y aura également une extension avec des événements historiques. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Ce qui peut déterminer, c'est vraiment le gameplay supplémentaire. Le gameplay. Alors moi, j'aimerais bien des cartes de croissance, j'adorerais, mais il y a du stretch goal, donc potentiellement on pourrait s'y attendre. Voilà, je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire en plus en termes de gameplay, mais honnêtement, le jeu de base est déjà vraiment extrêmement riche. Je veux dire, avant que vous ayez fait le tour du jeu de base, il y a quand même largement de quoi faire. Si vous aimez l'interaction entre joueurs, si ça vous va d'avoir un petit peu de chaos dans vos parties induit par les mécaniques de base et que vous n'êtes pas dérangé par l'aspect classique du jeu ni par les 3 heures de jeu, ouais. Le prix va vraiment tout déterminer. Ouais, je comprends. Après, je sais quand même que j'en ai envie de l'avoir. Ah bah c'est clair. Moi je prends d'office après, hein, c'est sûr. Donc voilà, on pourra jouer ensemble. Mais c'est vrai que c'est... Moi je trouve ça super. J'aurais bien voulu qu'on en fasse une partie à 2 quand même, pour voir. Bon, même si j'y crois pas trop. Moi j'y crois pas trop, mais je pense que juste par curiosité journalistique, oui, on fera. On le fera. On fera. Bon, très bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Ben et Dylan pour les recettes ludiques. Et on vous dit ciao, bye. À bientôt. Message de la PCL. Lisez, écoutez et regardez des avis contradictoires. N'achetez pas sur l'avis d'une seule personne de référence. Testez les jeux dans votre ludothèque, votre café-jeu, votre boutique ou encore en festival. Ceci est un message de la prévention du chouinage ludique.